65% du chiffre d'affaires que nous réalisons l'est avec des produits français. Quand on est chef d'entreprise, il faut se former en permanence. 80% des produits que vendront les opticiens n'existent pas aujourd'hui. D'ailleurs, en 2020, on avait remporté l'Award de l'innovation au CES, qui a été une belle fierté pour nous. Éric Plat. Éric Plat. Éric Plat. Éric Plat. Éric Plat. Éric Plat, le PDG d'Atoll, les opticiens. Parlons un petit peu croissance, Éric. L'objectif a été fixé pour Atoll d'atteindre 600 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 5 ans. Comment comptez-vous atteindre cet objectif fixé ? Alors, d'abord, on est en bonne marche pour cela. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Pleine Grandes Écoles. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode du format Big Boss. Je suis accompagné d'Éric Plat, PDG d'Atoll les opticiens. Donc Atoll, créé en 1970. Vous avez pris vos fonctions de PDG en 2010. Éric, est-ce que vous pouvez vous présenter, revenir sur votre parcours et jusqu'à atteindre finalement le Graal entre guillemets du poste de PDG ? Alors, je suis donc président-directeur général de la coopérative Atoll depuis 2010. Cette coopérative existe depuis 1970. À l'origine, c'était une association. D'ailleurs, Atoll, ça ne signifie pas une île lointaine et paradisiaque. Il n'y a qu'un seul L parce que ça signifie Association des techniciens, opticiens, lunetiers. Dans une coopérative, pour être membre de cette coopérative, on signe un contrat d'affiliation, comme dans une franchise, sauf que la grosse différence, c'est qu'on devient aussi actionnaire de cette coopérative. Dans une coopérative, il ne peut pas y avoir d'actionnaire extérieur qui rentre au capital, si bien qu'une coopérative ne peut pas être rachetée. Un homme égale une voix, qu'il ait un magasin ou 30 magasins, il n'a qu'une seule voix. Et la particularité, c'est que chaque opticien qui rentre dans cette coopérative peut un jour prétendre, par son travail, à être président-directeur général de cette coopérative. C'est ce que j'ai fait moi. Je suis rentré il y a un petit peu moins de 30 ans dans cette belle coopérative. Et j'ai gravi les échelons en travaillant, en ouvrant des points de vente. Je suis rentré au conseil d'administration. J'ai été d'abord élu vice-président, puis président-directeur général de cette coopérative. Donc c'est vraiment une opportunité pour des jeunes. Et le système coopératif, c'est un système qui est leader dans le commerce. Aujourd'hui, 30% du commerce français est tenu par des coopératives. Dans l'optique, il y a 2 autres chaînes coopératives. Et puis, dans l'alimentaire, Leclerc, par exemple, qui est le leader, qui est la plus grosse coopérative de France. Système U, Intermarché, qui fonctionne au modèle associé. Puis dans le sport, Intersport ou Jouet Club. Voilà, pour les plus connus. Dans la pharmacie, par exemple, les pharmaciens en coopérative sont leaders. Donc vous voyez, c'est un modèle qui est très vertueux, puisque les utilisateurs de l'enseigne participent à la vie de cette coopérative et décident de sa destinée. Parfait, merci beaucoup Éric. Retour sur votre parcours académique. Vous avez fait une école d'optique, une école de commerce, plus récemment aussi un diplôme d'ingénieur. Vous pouvez revenir un petit peu sur ces différentes expériences, ces 3 établissements que vous avez côtoyés ? Oui, alors, j'ai fait une école d'optique. Moi, je suis lyonnais, donc dans le Jura, puisque c'est le berceau de l'optique lunetterie en France. Et puis ensuite, j'ai fait une école de commerce à Lyon qui s'appelle l'IDRAC. Et quand j'ai terminé cette école, j'ai d'abord travaillé dans l'industrie et dans la fabrication de lunettes, ce qui m'a beaucoup appris et ce qui peut-être a été inspirant ensuite pour maintenir un choix dans notre coopérative qui est celui du fabriqué en France, du produit made in France, du produit origine France garantie. 65% du chiffre d'affaires que nous réalisons l'est avec des produits français. Ensuite, en effet, quand on est chef d'entreprise, il faut se former en permanence. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des formations continues chez KPMG pour tout ce qui était finance, gestion, etc. Ou alors des formations plus techniques à Polytechnique à Paris, en formation continue évidemment. Et d'une façon générale, tout chef d'entreprise doit au cours de sa carrière se former. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Atoll a mis au point un programme grande école
pour ces opticiens qu'on vient de lancer, justement, en partenariat avec une grande école nantaise. Mais nous avons toujours privilégié cette formation en créant l'école Atoll. Nous accompagnons des jeunes vers le métier d'opticien. Nous formons chaque année une petite centaine de jeunes qui vont progressivement devenir opticiens. Entrepreneur dans l'âme, vous avez lancé votre votre centre de formation, votre société de formation juste après vos études. Pourquoi directement se lancer dans le bain de l'entrepreneuriat, Eric? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a donné envie? L'entrepreneuriat, c'est la liberté. L'entrepreneuriat, c'est choisir sa destinée. Et la formation m'est apparue tout naturellement comme un sujet clé dans la réussite d'une entreprise. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi ce métier. À l'époque, le métier d'opticien était très orienté technique. Il l'est toujours. Il faut savoir que dans un magasin d'optique, un opticien assemble les verres et la monture, les découpes, les tailles, les centres. Il y a une dimension technique assez forte, mais il n'avait pas de formation marketing, commercial, gestion, finance. C'est toujours vrai aujourd'hui, mais à l'époque, plus que jamais. Et donc, j'avais centré mes formations sur ces sujets. Hyper intéressant. À quel moment vous intégrez le monde de l'optique de manière à part entière? Et après, on va revenir sur votre intégration à Atoll quelques années plus tard, en 2008. Alors, j'avais une trentaine d'années quand j'ai eu l'opportunité de créer un magasin à Bordeaux. J'avais cherché dans la France entière. Je m'étais refusé aucune ville. J'avais cherché à Marseille, à Lille, à Dijon, finalement pour atterrir à Bordeaux. Donc, vous voyez, j'étais très mobile. Et l'idée, à l'époque, il y a une trentaine d'années, c'est pas si jeune que ça, c'était la montée en puissance des centres commerciaux. Et donc, je voulais créer un magasin dans un centre commercial. Ce que j'ai fait. Ce qui m'a réussi, puisque ce magasin a très vite très bien fonctionné. Mais je dois dire que j'ai très vite ressenti le besoin de rentrer dans une structure organisée, mais favorisant l'indépendance. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi Atoll. C'était une petite enseigne à l'époque, et je me suis dit que cette enseigne avait de l'avenir. Vous devenez donc 2 ans après votre intégration à Atoll en 2008. Pour rappel, 2010, vous devenez PDG. Comment ça s'est fait, entre guillemets, aussi rapidement, et pourquoi vous avez aussi eu cette envie, cette appétence à devenir PDG de l'enseigne? Alors, c'est un choix personnel, c'est-à-dire que dès que je suis rentré chez Atoll, j'ai immédiatement manifesté à la direction de l'époque mon souhait de participer aux destinées de cette coopérative. Ça me passionnait. Et donc, 2 ou 3 ans après avoir ouvert mon premier magasin à Bordeaux, il y a eu une place qui s'est libérée dans le conseil d'administration. Et donc jusqu'en 2008, j'étais administrateur dans la coopérative. C'était déjà un très très beau rôle, participer aux destinées d'une entreprise, surtout que j'ai participé au développement fulgurant de l'enseigne. C'est-à-dire qu'on est passé, au moment où je suis rentré dans le conseil d'administration, on était environ 200 points de vente, et on est passé jusqu'en 2008 à environ 600 et quelques points de vente. Donc ça a été une très belle aventure. Et puis ensuite, quand je suis devenu vice-président puis président, on a continué notre développement, mais là, c'est moi qui étais aux manettes. Justement, en étant aux manettes, il faut avoir une stratégie, une vision. Il y a un marché forcément, donc qui dit marché dit forcément concurrence. Qu'est-ce qui fait la singularité d'Atoll au sein du marché de l'optique en France, et aussi des autres activités qu'Atoll a diversifiées dans les années qui ont suivi? Rapidement, le conseil d'administration d'Atoll a choisi une stratégie autour de l'innovation. Quand on est la plus petite des enseignes sur un marché, il est important d'avoir une stratégie de niche. C'est la raison pour laquelle on est allé chercher des innovations. À l'époque, compte tenu de la sensibilité des opticiens qui étaient autour de la table dans le conseil d'administration, on avait choisi une stratégie autour du fabriqué en France. On fabriquait beaucoup de produits en Chine, donc on avait choisi de relocaliser un certain nombre de produits en s'appuyant sur un tissu d'industriels français. Stratégie qu'on a continuée. Et puis, progressivement, on a cherché des innovations. On a inventé la première lunette avec des branches interchangeables. Donc ça a été un temps fort extrêmement important pour l'enseigne. On a lancé cette collection en même temps que des campagnes de communication assez fortes avec un chanteur à l'époque qui s'appelait Antoine. Et ça a participé à notre développement fulgurant. Et puis ensuite, on a investi dans les lunettes connectées. On a été le premier acteur sur ce marché à lancer des lunettes connectées. Alors, la première, c'était un petit peu un gadget, c'était des lunettes connectées qu'on pouvait retrouver avec son smartphone. Les TU.
Et puis ensuite, fort de cette expérience, on est allé un petit peu plus loin avec des lunettes dédiées aux personnes âgées, cette fois-ci pour détecter la chute. On a travaillé avec des centres de recherche comme le CNRS, et là, on a mis au point une paire de lunettes qui détecte les chutes fortes comme les chutes lourdes des personnes âgées. On est allé jusqu'au Japon pour les proposer. Et puis enfin, on a, avec une stratégie très très forte orientée innovation. Là, on a intégré un service recherche et développement avec des ingénieurs. On a même incubé une start-up. Et là, pour le coup, on a mis au point un produit avec un centre de recherche rennais et des chercheurs rennais qui avaient découvert un des ressorts de la dyslexie. Nous avons mis au point une lunette à verre électronique connectée qui aide les dyslexiques à mieux lire et mieux comprendre ce qu'ils lisent. On va revenir justement sur cet aspect RD, innovation qui fait vraiment la force d'Atoll dans les recherches qu'on a pu faire et même de ce qu'on peut voir de la marque. C'est vrai que c'est un pan qui est assez fort et bravo, on peut que vous féliciter pour ça. Un élément que vous aviez évoqué en introduction justement, qui dit coopérative dit membre associé. Atoll co-construit ses plans stratégiques avec près de 500 personnes. Comment on arrive à sonder la vie de 500 personnes? C'est pas évident. Alors il faut s'organiser. C'est le principe d'une entreprise démocratique. On a organisé plus de 45 réunions en local en s'appuyant sur les membres du conseil d'administration. Donc on est 12. Donc chacun a organisé 2 ou 3 réunions et a collecté, avec évidemment une trame, a collecté un certain nombre d'informations auprès des opticiens. Il est très rapidement ressorti que les opticiens voulaient que leur coopérative soit orientée d'abord santé visuelle, innovation, et souhaitait continuer de travailler avec des produits français. Donc ça a été, ces 3 points ont été le trépied fort du développement de notre enseigne. Et puis qui dit premier plan stratégique dit évolution. Donc on a mis au point ce plan stratégique Transformatol en 2016. Nous avions besoin de changer de braquet parce que le marché se tendait, il y avait une concurrence effrénée. Et donc à ce moment-là, on a vraiment restructuré d'une façon très puissante, très forte le groupe en 2016. Et là, nous avons mis en place le plan stratégique Transformatol, toujours avec la même méthode. Avec le nom, toujours, faut pas oublier les racines, et ça c'est une des forces d'Atoll. Atoll aujourd'hui c'est justement 800 points de vente, on l'a évoqué, 500 membres associés. Comment réussir à garder la culture d'entreprise, justement aussi pour les nouvelles personnes qui vont ouvrir de nouveaux points de vente, pour des repreneurs d'établissements déjà présents. Donc cette culture d'entreprise, elle se traduit comment avec autant de personnes et de points de vente à gérer? Alors matériellement, ça se traduit d'une façon très simple. Il nous fallait des relais locaux. 12 administrateurs, c'est à la fois beaucoup et pas grand-chose pour gérer un réseau de 800 points de vente. Certes, on a aussi des animateurs réseau. On a libéré du temps aux animateurs réseau en les libérant notamment d'une fonction qui était la vente de nos propres marques. On a décidé, pour les produits de l'enseigne Atoll, de ne plus les vendre en one-to-one, d'accord ? On a décidé de les envoyer en colis dans le réseau, ce qui a libéré du temps déjà pour les animateurs réseau. Ensuite, on a créé un réseau d'ambassadeurs. Du coup, on a créé un groupe que l'on nomme les 3A, administrateurs, ambassadeurs, animateurs réseau. Et là aussi, c'est sur ce trépied très fort que nous avons construit les relais locaux, puisque la particularité de ces ambassadeurs comme des administrateurs, c'est que nous sommes dans nos magasins en région. Donc cette hyper-localisation de l'énergie s'est traduite par des réunions au local, chaque fois qu'on le peut, une animation au local, et puis une détection des maillons faibles. C'est-à-dire que très vite, quand un opticien a des difficultés, quand un opticien ne refait pas assez rapidement son magasin, le réseau administrateur, ambassadeur, animateur se met en route pour accompagner, pousser, convaincre les associés qui ont des difficultés pour suivre la stratégie d'Atoll. Et ça fonctionne assez bien. En parlant justement de stratégie, on va se replonger sur stratégie qui a été assez payante début des années 2000. En 2005 précisément, Atoll se relocalise en France. Donc c'est quoi les motivations qu'il y a derrière ça et l'impact finalement qu'il y a eu sur l'entreprise, les différents établissements et surtout les consommateurs?
Alors l'impact sur l'entreprise a été assez considérable parce que il fallait dire à nos associés il faut qu'on privilégie les produits français. Alors on a quand même quelques instruments pour cela. Notamment on a ce qu'on appelle le référencement de nos fournisseurs. C'est-à-dire que les fournisseurs qui ne sont pas référencés, l'opticien est encouragé à ne plus travailler avec eux et en revanche le fournisseur qui est référencé, l'opticien est encouragé. Donc on a référencé notamment dans les fabricants de verres ophtalmiques, on a référencé que des fabricants français. À partir du moment où un fabricant étranger fabrique sur le territoire français, à ce moment-là, on le référence. S'il ne fabrique pas sur le territoire français, on ne le référence pas. Ensuite, au niveau des montures, on a décidé que les montures que l'on fabriquait en Asie, on les relocalisait en France ou en Europe, le plus possible, pour deux raisons. La première, c'était la proximité des acteurs économiques. C'est toujours plus facile de créer des produits quand les acteurs économiques sont proches. Et puis, petit à petit, on a parlé de réchauffement climatique, on a parlé de RSE. Et donc, un produit qui, évidemment, est fabriqué en Europe, ou plus particulièrement en France, il a une empreinte carbone qui est 200 à 300 fois moindre qu'un produit qui est fabriqué en Asie. Donc, vous voyez, petit à petit, on a renforcé notre stratégie, d'abord pour des raisons de praticité, et ensuite pour des raisons de stratégie, de responsabilité sociale de notre entreprise. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que on est quand même dans un pays où les injonctions contradictoires sont extrêmement fortes. Et le gouvernement actuel, le gouvernement précédent avait mis en place le 100% santé, qui part d'un bon sentiment, améliorer l'accès aux lunettes pour tous, et a décidé d'une façon autoritaire d'imposer un acte qui s'appelle le 100% santé, avec des lunettes à 30 € en prix de vente public TTC. On est seul produit de santé à être dans ce cas-là. Et là, le taux de produits français et européens a baissé d'une façon drastique, alors même que ce gouvernement manifestait son souhait d'une relocalisation industrielle. Et ça nous a fortement perturbés. Et on a du mal aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, 65% des produits que nous vendons sont fabriqués en France. Je pense qu'on est plus proche des 60 aujourd'hui que des 65 parce que le taux de produits du 100% santé est passé de 0 entre 2020 et 2024 à 20% en volume des produits. Donc on a détourné 20% du volume de montures ou de verres qui pouvaient être fabriqués en France ou en Europe. On a détourné ces 20% en les orientant vers des flux asiatiques, ce qui est dommage. Ce qui est très dommage, mais j'ai envie de dire, pour pallier à ça, vous mettez en place une stratégie d'innovation qui est assez poussée. On l'a évoqué tout à l'heure, avant-gardiste sur énormément de sujets par rapport notamment aux lunettes connectées, des lunettes pour les personnes âgées, pour des dyslexiques. Qu'est-ce qui irrigue, je dirais, l'innovation chez Atoll, et justement si on peut parler aussi de cet engagement très fort en termes de recherche et développement? Ce qui l'irrigue, c'est d'abord une mission. C'est-à-dire que la mission que nous poursuivons, nous, chez Atoll, c'est le bien voir apporte le bien-être. Mais que vaut le bien voir s'il n'est pas pour tous ? C'est la raison pour laquelle on a cherché à apporter ce bien voir pour tous. Et la dyslexie nous est apparue comme un sujet important puisque vous avez à peu près 2 enfants par classe qui sont touchés par la dyslexie. Il y a d'autres choses aussi. Il y a par exemple la myopie évolutive liée au changement des modes de vie, notamment des jeunes et des enfants. Il faut savoir que l'écran que vous avez entre les mains, c'est extrêmement mauvais pour les enfants en bas âge, pour de multiples raisons, intellectuelles d'abord, mais aussi au niveau de la vue. Le fait de regarder un écran trop près, et c'est ce qu'on fait avec un smartphone bien souvent, va avoir des conséquences extrêmement fortes. D'abord parce qu'on sort moins, on fait moins de sport. Or, à l'extérieur, il y a des UV. Et si les UV en trop grande quantité sont dangereux pour les yeux, ils ont aussi un rôle dans le développement harmonieux de l'œil. Et puis ensuite, en regardant de trop près, on peut bloquer l'accommodation. En bloquant l'accommodation, quand on regarde au loin, à ce moment-là, comme on va le regarder avec un œil qui est fait pour regarder de près, on devient myope. Donc, vous
vous avez plusieurs causes, elles ne sont pas encore complètement établies, toutes, les causes de l'évolution de la myopie. Et donc, là aussi, c'est un deuxième sujet sur lequel nous investiguons. Et puis le troisième sujet, c'est lié à l'âge. La population française est vieillissante et beaucoup de Français, plusieurs millions, sont touchés par des problématiques de dégénérescence maculaire liées à cet âge. Et donc, là aussi, Atoll innove par ses partenariats avec ses fournisseurs pour apporter des solutions pour tous. Et justement, ce marché, donc là, il va évoluer comment, selon vous, d'ici 2030 par rapport aux différents modes de consommation, par rapport aussi au vieillissement démographique de la population? Est-ce qu'il n'y a pas des innovations justement à mettre en place à l'horizon 2030 par rapport à ces différentes problématiques structurelles? Alors il y a du plein marché d'innovations. La science est en marche, d'une part, et puis l'imagination l'est aussi. L'IA va jouer un rôle considérable. Dans 5 ans, vraisemblablement, 80% des produits que vendront les opticiens n'existent pas aujourd'hui. Certains industriels nous ont informés, de par leurs accords, notamment l'un des plus grands avec Meta, avec sa lunette connectée Ray-Ban Meta, vraisemblablement, eux anticipent que 50% de leurs lunettes qu'ils vendront aux opticiens seront des lunettes connectées, par exemple, intégrant de l'intelligence artificielle, permettant à un malvoyant d'être guidé, permettant d'interroger l'intelligence artificielle devant un monument historique, permettant de faire des traductions simultanées, permettant de mieux entendre. Parce que les lunettes intègrent des micros, des haut-parleurs pour amplifier le son. Donc, nous, en tant qu'opticiens, il faut qu'on amplifie cette innovation en apportant nos réseaux de commerçants. Et il faut qu'on amplifie cela aussi sur le secteur de la santé. Il ne faut jamais oublier que nous ne sommes pas que des commerçants, nous sommes aussi des professionnels de la correction visuelle. Et donc, c'est ce mix nouvelle techno et bonne correction visuelle, je parlais de la myopie tout à l'heure ou de la DMLA, c'est ce mix qui sera gagnant pour les enseignes qui opèrent sur ce marché. Parlons un petit peu croissance, Eric. L'objectif a été fixé pour Atoll d'atteindre 600 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 5 ans. Comment comptez-vous atteindre cet objectif fixé ? Alors d'abord, on est en bonne marche pour cela. D'abord en augmentant le chiffre d'affaires moyen par point de vente. On l'a fortement augmenté au cours de ces dernières années. On n'a pas tellement augmenté notre nombre de points de vente. On est relativement stable, mais je compte beaucoup sur une stratégie de rénovation de notre réseau. Déplacement, agrandissement, rénovation des magasins, ça c'est le premier point. Deuxième point, je compte également sur une professionnalisation des opticiens en matière de gestion de leurs points de vente. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce partenariat avec une grande école de commerce française. Troisième point, je compte également sur le maillage de chaque territoire. Comme nous sommes la plus petite des enseignes, nous avons face à nous au local des gens qui sont relativement leaders. Il faut les rattraper en termes de chiffre d'affaires. Avec un seul point de vente, c'est difficile. Par contre, en créant sur sa zone très proche de son magasin initial des boutiques, par exemple sur le segment du prix, avec notre enseigne Atoll Access, ou sur le segment de l'audition avec nos boutiques Atoll Audition, ou sur un segment un petit peu plus original, il y a une vraie tendance, une vraie appétence d'un certain nombre de consommateurs pour des lunettes originales, avec une enseigne que nous testons en ce moment qui s'appelle Atoll Style. Donc je compte sur ce maillage du territoire pour que chaque opticien devienne leader sur sa zone. Et puis, évidemment, le quatrième volet, c'est l'innovation, apporter des innovations de rupture. Nous sommes en train, avec nos lunettes pour la dyslexie, de finir une étude clinique. Dès que nous aurons ces résultats qui apportent la preuve irréfutable de l'efficacité de ces lunettes, à ce moment-là, nous enclencherons des campagnes de communication extrêmement fortes sur ce sujet pour informer les enfants, leurs parents, de leur existence.
Ça fait plaisir, très, très proactif. Et justement, entrepreneuriat aussi à évoquer avec le lancement d'Abeille qui a été incubé en 2018. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez identifié le besoin spécifique d'Abeille et nous resituer aussi qu'est-ce que Abeille et quel est le lien avec Atoll directement? Bien sûr, donc Abeille est une start-up. Qu'est-ce que ça veut dire incuber? Ça veut dire qu'on rentre au capital de cette start-up et puis on l'accompagne. Donc géographiquement, elle est localisée sur notre plateforme logistique de Beaune, donc ça lui permet d'avoir des locaux. Et puis on a recruté des ingénieurs. Alors dans une enseigne de commerçants, c'est curieux de recruter des ingénieurs, mais l'objectif c'était d'être à l'écoute des centres de recherche français qui sont nombreux et qui sont très prolixes. À l'époque, il y a une quinzaine d'années, un président de la République a initié une transformation du modèle universitaire. On avait des très beaux centres de recherche en France, mais les brevets qui en découlaient partaient souvent aux États-Unis. Donc l'État français a créé les sociétés de transfert de technologie, les SAT, qui permet de faire rentrer en relation les chercheurs et leurs découvertes avec les entreprises. Et donc quand nous avons su que ces deux chercheurs rennais avaient découvert l'un des ressorts de la dyslexie et que ce ressort était lié à la rétine, à l'œil, contrairement à ce qu'on pouvait penser, à ce moment-là, on est rentré en contact avec la SAT, on a signé un accord de développement avec eux, un accord de licence, si vous voulez, pour exploiter leurs découvertes. Et nous en avons fait une paire de lunettes. Magnifique. Et justement, on va en parler. Donc, les lunettes Lexilens à verre électronique qui aident justement les dyslexiques à mieux lire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette innovation de rupture et comment elle va justement changer ces modes de consommation quand on sait justement que la part d'enfants dyslexiques augmente d'année en année? En quoi Lexilens peut être une solution pour, réduire, pallier à ce problème de santé? Alors, la particularité de Lexilens, elle est double. D'abord, c'est une lunette qui est connectée, c'est-à-dire qu'elle est connectée à son smartphone. Donc, on la pilote depuis son smartphone. Une fois que le réglage est fait, on n'a plus besoin du smartphone, mais on peut faire ces réglages à partir de son smartphone, d'une part. Même si en magasin, nous avons des systèmes qui permettent de faire les réglages plus techniques. Et puis, deuxièmement, elle est équipée de verres électroniques qui pulsent la lumière. En fait, et donc, cette lumière pulsée, quand elle vibre à une certaine fréquence, va aider l'enfant ou la personne qui est touchée par la dyslexie, va aider à recréer un œil dominant. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que le dyslexique n'avait pas d'œil dominant. Et donc, quand au niveau du chiasma, derrière la tête, les images de l'œil droit et de l'œil gauche arrivent, le cerveau, chez le dyslexique, a du mal à sélectionner une première image pour la prioriser. D'accord ? Et c'est ce qui provoque chez le dyslexique un problème de lecture dans des lettres miroirs. C'est-à-dire par exemple le P et le Q, le B et le D, ou le M et le N. Ce qui fait que quand il lit un texte, comme il a du mal à savoir dans quel sens est la lettre, il a du mal forcément à lire le mot. Ça provoque une certaine mouvance des lignes, donc ce qui est extrêmement compliqué pour lui. Donc nous, on va l'aider avec cette lunette, en plus de ce qu'il peut faire chez un orthophoniste. On va l'aider, on va lui simplifier son travail dans sa lecture et dans la compréhension de ce qu'il lit. Et donc, 2 enfants par classe sont touchés par cela. Environ 8% de la population mondiale est touchée par la dyslexie. Et les résultats sont assez spectaculaires, en fait. Alors, ce qui freine, évidemment, le développement, c'est qu'il faut qu'on apporte les preuves scientifiques de ce que nous affirmons, parce qu'aujourd'hui, on constate cet aspect bénéfique chez les gens, tout simplement par la vitesse de lecture, par la rapidité de compréhension qui s'améliore lorsqu'ils utilisent ces lunettes, mais on doit apporter des preuves scientifiques. C'est pour ça qu'on a entamé une étude clinique assez poussée pour apporter et publier des résultats importants.
Là, c'est un problème d'ordre mondial et justement, quand on est une coopérative, Atoll, comment on peut réussir à s'exporter, à s'internationaliser et essayer de conquérir d'autres marchés européens et pourquoi pas mondiaux? Est-ce que c'est possible et quelle stratégie mettre en œuvre pour y parvenir? Oui, bien sûr, c'est possible. On a commencé. D'abord, en participant à des salons. On a souvent, depuis 2020, participé au salon de Las Vegas, le Consumer Electronics Show. D'ailleurs, en 2020, on avait remporté l'Award de l'innovation au CES de Las Vegas, ce qui a été une belle fierté pour nous. Et puis, en rentrant en contact avec des écoles qui apportent leurs services au bénéfice des dyslexiques. Nous avons par exemple un partenariat avec l'équivalent d'éducation nationale anglaise. Notre produit est référencé dans le catalogue des outils qui aident les dyslexiques à mieux lire. Par exemple en Tunisie, on est en relation avec des écoles qui aident les dyslexiques. Et donc là, on fait un très beau travail avec eux. Enfin bref, on s'appuie dans chaque pays, soit sur des structures publiques, soit sur des structures privées, soit en one-to-one avec une communication au local via les réseaux sociaux, nous permettant de faire connaître notre produit. Magnifique. Eric, ça va faire près de 2 décennies que vous avez rejoint Atoll. Est-ce qu'il y a un événement, un fait marquant, une anecdote, quelque chose qui vous a marqué depuis votre intégration chez Atoll? Oui, alors il y en aurait de nombreuses. C'est vrai que je dois dire que cette lunette sur la dyslexie est un fait marquant pour moi, parce que j'ai une fille qui est dyslexique. Et que de voir ma fille s'épanouir, entre autres grâce à cet outil, alors que pendant de nombreuses années, on lui a fait faire des séances chez l'orthophoniste, qui ont été concluantes, mais qui n'étaient pas, comment dirais-je, définitives. C'est-à-dire que l'aide apportée par l'orthophoniste est essentielle, mais elle n'est pas suffisante, si vous voulez. Et là, la lunette a été... et quand en première, il y a quelques années, elle a obtenu au bac de français 15 à l'écrit et 15 à l'oral, je me suis dit, là, c'est quand même formidable. Et puis, elle est rentrée quand même dans une fac de philo. Elle fait de la philo et de la psycho. Donc, vous voyez, nécessitant une activité intellectuelle importante, voilà, ça c'est une petite victoire que je trouve sensationnelle. Quelle fierté, je pense que ça va ravir les parents qui nous regardent. Eric, parlons cette fois-ci d'un angle un petit peu plus pessimiste. C'est quoi le plus grand échec que vous avez eu durant votre carrière ? Alors, il y en a plein, parce que une carrière, c'est beaucoup de réussites et beaucoup d'échecs, en fait. C'est grâce à ces échecs qu'on construit ces réussites. Je pense que les plus grands échecs que j'ai pu avoir, c'était des échecs humains. C'est-à-dire que quand vous êtes obligé de mettre fin à une relation professionnelle, par exemple avec un collaborateur, ça, c'est un échec qui est violent. Parce que une entreprise coopérative, c'est une entreprise d'hommes, c'est pas une entreprise très technologique. Et donc, si vous fabriquez des ordinateurs ou des voitures, un échec peut être un échec technologique, de non-maîtrise de certaines... Est-ce que nous, c'est pas le cas, c'est vraiment une coopérative, une assemblée d'hommes, de femmes qui travaillent ensemble, des gens qui travaillent au siège, des gens qui travaillent dans les magasins, des gens qui travaillent dans des unités de production, une constellation de fournisseurs qui nous entretenons des relations étroites. Et en effet, chaque fois que vous ne réussissez pas à convaincre une personne du bien fondé d'une stratégie ou d'un souhait, c'est un échec. Et donc, la remise en question qui en découle, elle vous permet de progresser. Je vais prendre un exemple. Le conseil d'administration est donc composé de 12 opticiens. Et puis, nous formons un comité de direction avec les cadres du comité exécutif. Donc, ce CODIR se réunit régulièrement. Et cette dimension humaine est tellement importante qu'il est nécessaire que tous ces gens-là s'entendent très bien. Or, vous devez faire en sorte que s'entendent des gens qui travaillent dans un siège avec des gens qui travaillent dans des magasins, avec des modes
de fonctionnement extrêmement différents. Des gens qui sont dans des bureaux, qui vont un petit peu sur le terrain, mais qui sont plus statiques, moins dynamiques que quand on est dans un magasin. Et donc faire en sorte qu'il y ait une cohésion forte entre ces gens n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle j'ai pris il y a 18 mois un coach qui nous coach tous pour entretenir cette cohésion et créer une dynamique de groupe. Parce que si à la tête de votre groupe, vous n'entretenez pas cette dynamique, comment voulez-vous qu'il y ait une dynamique ensuite dans le restant du groupe ? Et donc ça a été un choix dont je suis assez fier, parce que ça a permis à cette communauté humaine de 18 personnes d'être encore plus cohérent, en plus forte cohésion, et donc de prendre des décisions encore plus courageuses pour notre avenir. Ça va faire un peu plus de 30 ans maintenant que vous êtes dans le monde de l'optique. Avec du recul, Eric, pourquoi avoir choisi ce secteur de l'optique ? Alors moi, quand j'ai choisi le secteur d'optique, c'est parce que mes parents avaient un très très bon ami qui était opticien à Lyon. Et je trouvais que ce métier avait de multiples facettes, techniques, commerciales, paramédicales. Et c'est toujours vrai. C'est-à-dire que c'est un métier d'une richesse incroyable, avec une dimension santé assez forte. Vous apportez quand même la vue. 80% des informations passent par nos yeux. Le reste, c'est l'ouïe, le toucher, l'audition, le goût. Donc 80%, c'est important. Si je vous pose la question, est-ce que je vous coupe un doigt ou je vous crève un œil ? Vous allez me répondre, évidemment, comme 99% des gens, oula, je préfère perdre un doigt que de perdre un œil. Donc la vue est l'un des sens les plus extraordinaires. Et nous apportons le confort visuel. Et en apportant ce confort visuel, on apporte ce bien-être. Alors on a complété récemment, on a enrichi notre offre avec l'audition. Et là, entre l'optique et l'audition, là, c'est 90% des sens à qui nous apportons un soin. Donc ça, c'est très fort, évidemment. Ce qui est fort ensuite, c'est qu'on entretient une relation spécifique avec nos clients. En audition, on parle de patients, en optique, on parle de clients. Et cette relation est d'une richesse étonnante. Vous avez affaire à tout le monde. Quand vous êtes à une table de vente, vous avez affaire absolument à tout type de personnes. C'est très riche d'enseignements de pouvoir être au contact d'une multitude de gens. Si vous êtes ingénieur dans un bureau d'études, vous n'avez affaire qu'à des ingénieurs dans ce bureau d'études. Vous ne travaillez qu'avec des gens de votre niveau. Finalement, vous perdez peut-être un petit peu pied avec la réalité quotidienne. Quand on est opticien, on est au cœur de la réalité quotidienne des Français. Et ça, c'est extrêmement riche, ça. Et puis enfin, la dimension gestion, ça c'est passionnant. La dimension stratégie, c'est passionnant. Au niveau de mon magasin, qu'est-ce que je choisis comme positionnement ? Qu'est-ce que je choisis comme type de produit ? Qu'est-ce que je privilégie dans mes relations sociales avec mes clients, avec mes collaborateurs ? Et puis quand on est PDG comme moi d'un groupe comme Atoll, eh bien, cette dimension stratégique est encore plus forte parce que vous présidez aux destinées d'un groupe de 500 actionnaires et de plusieurs milliers de personnes. C'est une sensation qui est un petit peu grisante, surtout quand on a de bons succès. Et vous représentez justement bien la marque en étant très actif sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Quelle place vous accordez, Eric, à ce qu'on appelle le personal branding ? Le personal branding, c'est quelque chose qui est à la fois important, mais qui peut être grisant. Il faut faire très attention quand on va sur ces réseaux de ne pas céder à l'envie du like. Hein, c'est-à-dire qu'un réseau social comme LinkedIn ou tous les autres réseaux sociaux qui existent sont des miroirs de notre personnalité et il ne faut jamais perdre de vue que moi, en tant que PDG d'Atoll, ma mission sur ces réseaux sociaux, c'est d'abord de donner envie de rentrer chez Atoll, qu'on soit client ou qu'on soit un futur collaborateur ou associé. Et c'est cela qu'il ne faut jamais oublier. Et donc il y a un équilibre pour avoir un engagement de ceux qui vous regardent suffisamment fort, mais de ne pas verser
dans un aspect qui est un petit peu plus grisant et un petit peu plus orgueilleux, entre guillemets. On veut du like parce que je ressors content d'avoir plein de gens qui likent mes trucs. Mais ce n'est pas tout à fait la vraie vie. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que regardez l'écart qu'il y a entre le comportement des consommateurs quand ils sont dans un rayon d'hypermarché et la volonté qu'ils manifestent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a un écart, grosso modo, de 80%. C'est-à-dire que je recherche un produit avec une empreinte carbone faible, fabriqué en France, fabriqué dans des conditions éthiques fortes, mais ensuite, quand je suis devant mon rayon de supermarché, je prends le moins cher ou presque. Donc vous voyez, c'est ça le danger. C'est un peu le miroir aux alouettes. C'est assez intéressant, riche d'enseignements. En tant que PDG, justement, un autre enseignement, je pense, qui peut être très utile pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est comment on arrive à concilier, trouver un équilibre entre sa vie professionnelle, très prenante, très finalement stimulante, et sa vie personnelle, Eric. Alors, c'est vrai que moi, je suis d'une génération, par rapport à vous, passée. Je ne représente pas l'avenir, je représente le passé. Quand on est passionné comme moi, c'est difficile. C'est clair que quand on bosse comme moi, presque 24/24, je pense à mon métier presque tout le temps. J'ai même du mal à faire des parenthèses. Et donc, j'ai 3 enfants. Et c'est pas toujours évident de trouver cet équilibre, parce que la passion prend le dessus. Et donc on sait bien que la passion c'est ce qui passe, alors que le reste c'est ce qui est plus important. C'est sûr que d'ici 4 ou 5 ans je vais prendre ma retraite, et il est certain qu'il faut que je pense à retrouver d'autres missions, parce que ça sera difficile si je ne prévois pas ce temps qui sera plus pour moi d'ici les années à venir. Il faut le voir de manière optimiste. Quel conseil vous donneriez, Eric, à des étudiants, des jeunes actifs qui aspirent à avoir des postes de direction, pourquoi pas PDG, mais aussi en direction financière, direction marketing, des postes de C-level? Oui. Alors, c'est toujours facile de donner des conseils. Le premier que je donnerais, c'est vraiment choisissez ce qui vous passionne, parce que c'est un élément clé dans la réussite professionnelle. Et puis, dans l'équilibre personnel. Si le matin, on se lève pour aller dans un job qui ne vous plaît pas, c'est absolument terrible. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est pensez à votre liberté. La liberté, c'est quand même essentiel. C'est un élément clé dans notre vie. Donc, moi, j'ai toujours choisi cela. Je suis issu d'une famille de gens qui étaient déjà dans des professions libérales. Et donc, du coup, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix, de pouvoir décider de ma propre destinée. Alors après, si on ne peut pas, si on n'a pas cette capacité à créer soi-même sa propre activité, je pense qu'il faut choisir les entreprises dans lesquelles on va trouver cet équilibre entre, je dirais, passion, plaisir, développement personnel, équilibre personnel. Oh, c'est assez clair. Merci beaucoup, Eric. Et enfin, dernière question, le meilleur pour la fin, comme on dit. Pourquoi avoir accepté aujourd'hui de recevoir Planète Grandes Écoles, justement, au sein d'Atoll pour cette interview? Ça, c'est une question clé parce que je vais beaucoup dans les écoles. Je pourrais envoyer des salariés de chez Atoll pour parler d'Atoll dans les écoles d'optique en particulier. Et je préfère le faire moi-même parce que ça me permet d'entretenir une relation avec des gens de votre âge qui ne pensent plus comme moi. Et donc, il faut que je fasse très attention au décalage des générations. Si on commence de se dire « je ne comprends pas ce qu'il fait », là, il faut partir. Voilà. Donc moi, je souhaite garder cette compréhension du mode de fonctionnement de votre génération. Et donc, c'était essentiel pour moi d'accepter cette interview pour garder cette relation avec les jeunes. Et pour leur dire que, vous voyez, moi j'ai 59 ans, je me sens encore d'une jeunesse furieuse, mais je me sens encore jeune parce que je me sens encore dans mon temps. Je ne me sens pas dépassé. Je comprends
j'essaye de comprendre ce qui se passe dans notre société. Et par rapport à la question précédente, essayer de comprendre en permanence ce qui se passe, ne pas être en décalage avec les générations précédentes, c'est quelque part garder une jeunesse éternelle. Merci beaucoup Eric pour cet échange. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va également mettre votre LinkedIn Eric directement dans la description parce que vous êtes très actif. Et merci énormément à Atoll d'avoir accepté finalement notre invitation / réception directement dans le siège. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à tous. Merci Eric. Bravo, à bientôt.